Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. On commence par évidemment l'événement marquant de la semaine, c'est la Tunisie qui replonge dans le terrorisme avec cet épisode violent de Sousse, des touristes pris pour cible par un homme isolé apparemment. Abed Cherf, quelle lecture vous faites de cette flambée de violence en Tunisie ? Le premier constat en prenant du recul, en essayant de ne pas être dans l'immédiat, dans l'émotion, c'est de se dire que la Tunisie a mis 20 ans, 25 ans pour construire un système économique basé sur le tourisme et qu'il suffit de 2 attentats pour le démolir. Et ça me renvoie à l'Algérie, à tous ces pays qui ont de la difficulté de construire quoi que ce soit, alors que pour détruire ce qui existe, c'est d'une facilité extraordinaire. Mais sur le volet politique et sécuritaire... A contrario, pour avoir une note plus positive que Abed Cherf, moi je constate quand même que la société politique tunisienne, que ce soit les libéraux ou bien les islamistes, sont unis. Il n'y a pas il y a peut-être un peu des réactions éradicatrices sur les marges, mais sur le fond, il y a le consensus antiterroriste qui s'établit et qui inclut aussi bien les islamistes de Nahda que les gens plus à droite, plus libéraux. Mais vous parlez de consensus antiterroriste, on peut dire qu'il est évident ce consensus. Qui va aller à l'encontre de ce consensus? Mais ça change de réaction, parce que si on prend la réaction tunisienne et marocaine, le Maroc vient de passer à une sorte de loi antiterroriste qui vient aussi alourdir déjà un arsenal qui est assez répressif. L'Égypte a réagi de la même manière, alors qu'en Tunisie, ils essaient un peu de se mouvoir dans le cadre de ce consensus national qui a été trouvé et qui pour l'instant maintient un tout petit peu ce rêve de transition, parce que c'est un processus assez lent. La différence est frappante entre ce qui se passe en Égypte et ce qui se passe en Tunisie. En Égypte, on a eu, après un coup d'État, une volonté d'éradiquer, le mot est vraiment d'éradiquer les frères musulmans. C'est-à-dire que c'est un mouvement politique qui a un profond ancrage et qu'on veut éliminer, alors que l'intérêt réel de l'Égypte, d'une vraie stabilisation, c'est d'être dans l'inclusion politique, pas dans l'éradication politique. Et c'est important parce que chez nous, vous avez cité tout à l'heure, il y a ce retour dans le discours éradicateur qui est politiquement de la niaiserie. C'est vraiment de la niaiserie politique. On est un peu sur la Tunisie, nous, on a la distance nécessaire pour pouvoir regarder les choses de manière relativement posée. Et on constate qu'effectivement, la ligne politique qui a été suivie jusque-là, durant les 4-5 dernières, depuis le départ de Ben Ali, c'est à peu près la même ligne, indépendamment des gouvernements et des présidents, y compris quand Nahda était au gouvernement. Une fermeté totale face aux islamistes, dans le discours, dans l'action. Je ne sais pas si les Tunisiens ont les moyens aujourd'hui, s'ils les avaient hier. Il y a une défaillance technique qui est assez évidente. Mais sur le reste, il y a une ligne de fond qui est là, qui nous semble, à nous qui avons vécu les années 90 en Algérie, comme étant une démarche très sereine, très posée, alors que l'Égypte, c'est le vide, c'est le chaos. Alors, au soir de l'attentat terroriste, le président tunisien avait dit que la Tunisie ne pouvait pas lutter seule contre le terrorisme. C'est de la langue de bois ou c'est une phrase de circonstance ou pas? Non, parce que si on devait comparer avec l'Algérie du début des années 90, je me rappelle du premier attentat spectaculaire et extrêmement meurtrier de l'aéroport. M. Blaid Abdeslam avait déclaré, tu t'en souviens bien, le soir même ou le lendemain, qu'il y avait la main de l'étranger. C'est avéré quelques semaines après que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, quand les Tunisiens disent que c'est global, c'est global. On aurait pu, dans le tour de table sur quel est l'événement de la semaine, noter la prise de Mossoul et l'avènement mondial de Daesh. Ça s'est passé il y a exactement une année et on ne pensait pas que ça tiendrait autant. Et depuis, cette semaine, il y a des rumeurs qui disent que Daesh bat monnaie, que c'est en train de devenir un État. Donc, pour vous dire. Donc voilà, ça dépasse. La preuve, c'est que la Tunisie a opté pour un processus d'ouverture démocratique, mais on ne peut pas dire qu'elle a réprimé le courant islamiste chez elle.
l'a associé. C'est un processus intégrateur, mais ça ne l'a pas empêché d'être exposé. Et enfin, le dernier détail que je remarque, qui m'a frappé quand même, c'est l'extrême précarité du système sécuritaire tunisien. Les plages, c'est comme les champs pétroliers en Algérie. On devrait les surveiller comme des champs pétroliers et ne pas être surpris de cette façon-là. Il y a des images et des récits qui sont complètement déroutants. C'est un homme seul qui a cassé, disait, on a mis 20 ans pour construire ce modèle du tourisme. C'est un homme seul qui l'a cassé, en tous les cas à Sousse. Il est évident quand il dit le système politique change, mais l'appareil sécuritaire reste, ne s'est pas adapté. Il était plus fort, dans la filature de Mazougui. Exactement, on est entièrement dans la répression de Toufik Benbrik que dans la gestion réelle d'une société. Ça remue un petit peu les souvenirs douloureux dans les généraux que citait Adelin tout à l'heure, qui vont devenir général de corps d'armée. Il y a le général Saïd Bey, qui était chef de la première région militaire quand il y a eu Ben Talha, etc. Rappelez-vous, Khaled Nazzar avait fait une déclaration célèbre en disant que les militaires ne pouvaient pas aller secourir les gens de Ben Talha. Ce qui s'est passé dans cette histoire de Sousse, c'est choquant. L'attitude des gens, l'attitude des policiers, je ne sais pas, des gens qui sont censés protéger la population et qui ne le font pas, ils ont une seconde dans leur vie qui est importante. C'est sauver des vies humaines et sauver leur pays. Et ce jour-là, ils sont défaillants. On peut pas. Ben Talha, c'était pareil. Donc voilà, c'est des défaillances. On peut pas comparer Ben Talha à Sousse quand même. C'est la logique, logique des gens armés qui sont là pour protéger la population qui ne le font pas. C'est ça qui choque. Alors, est-ce que les attentats en Tunisie peuvent mener vers l'émergence des éradicateurs? Ça va nous amener à parler de l'Égypte plus tard. Le lendemain, le Premier ministre annonce la fermeture de 80 mosquées. Est-ce que la Tunisie est sur le chemin du courant éradicateur? Il y a bien sûr c'est pour ça que je voulais tout à l'heure, quand on revient à l'histoire de Kamal et de sa réaction, parler un peu de ce qui se passe ici. Mais en Tunisie, ce qui est très intéressant, c'est que le débat sur la place de la religion est déjà posé dans un cadre presque institutionnel. Ça veut dire que quand ils ont discuté de la Constitution, quand ils ont discuté des lois, quand ils ont discuté de la participation de la femme au parti, etc., il y a eu un débat. La religion a été un des moteurs du débat interne et les gens ont pu discuter entre gauchistes, Nahdaoui, etc., dans une enceinte bien claire, et les choses ont été dites. C'est pas parfait, il y a des choses à perfectionner, mais le débat est quelque part maîtrisé. Il y a un consensus autour de ces questions. Donc je ne crois pas qu'on assistera en Tunisie à la même dérive de paradigme qu'on a eu ici en Algérie, où, comme on dit en arabe, les tensions qu'il y a jusqu'à aujourd'hui dans les médias entre éradicateurs, réconciliateurs. Pour Abed, je suis un éradicateur, moi je vais le prendre pour un réconciliateur et on ne va jamais se parler pendant 15 ans. Donc il n'y a pas cette tension qu'on a vécue et qu'on vit toujours ici, et qui donne aussi des réactions assez sur cette question. Moi, il y a 2 ans, quand Sisi s'est emparé du pouvoir et qu'il a engagé son processus, effectivement, d'éradication des frères musulmans en mettant en prison le président élu et en faisant condamner à mort, j'étais extrêmement triste de la faiblesse de l'exemplarité du processus algérien. C'est-à-dire que l'Algérie a été incapable d'exporter son expérience, son expérience pour dire aux autres, ce n'est pas la bonne voie. Nous, on s'est tapé 10 ans et plus de guerre civile à cause d'un mauvais choix de politique instantanée, pris par les militaires, comme en Égypte. Donc voilà, ça n'a pas pu se faire là-bas. Malheureusement, ça ne s'est pas exporté. Les Tunisiens, eux, ont tenu un peu plus compte. Il y a eu beaucoup l'évocation du président algérien dans les débats publics en Tunisie. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, et c'est ce qui fait aujourd'hui ma plus grosse inquiétude, c'est que nous-mêmes, on est en train d'oublier cette expérience et on est en train de ne pas s'en souvenir. Par la montée du salafisme, qui reprend le chemin belliqueux de l'agression du reste de la société. 2, par les réponses décapantes du style de celle de Kamal Daoud, qui tente de proclamer la guerre aux islamistes au nom de la société. On n'a pas retenu notre leçon. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un autre débat. Mais il est déjà certain qu'on n'a pas retenu les leçons. Enfin, on en je ne suis pas très sûr. Moi, ce que disait Saïd sur... non, je vais prendre le temps. Ce que disait Saïd sur la résurgence de l'éradication,
Je ne suis pas inquiet pour la Tunisie. Disons que je ne suis pas très inquiet parce que ce sentiment de montée en puissance de l'éradication, on l'a senti quand il y a eu la mort de Choukri Belhaïd, quand il y a eu l'attentat du Bardo. Et donc, à mon avis, ce sont des fièvres conjoncturelles liées à un événement. Mais que sur le fond, l'État tunisien a pris une trajectoire. Il y a des petites secousses, mais à mon avis, les Tunisiens sentent qu'ils sont sur la bonne voie. Je vais ajouter aussi que un acteur en Tunisie est essentiel, c'est Nahda, qui est peut-être, dans 50 ans, dans 100 ans, on verra s'il va faire le chemin. Il est peut-être en train de faire le chemin de la démocratie chrétienne Italienne. Pendant le XXe siècle, et donc entrer progressivement dans la modernité et amener avec lui tout des pans entiers de la société. Je dois dire pour conforter que Ghannouchi a la réputation de s'être endormi et réveillé avec le cas algérien constamment pendant 15 ans en train d'y réfléchir. Ce n'est pas rien, Kharaj Ghannouchi, qui est quelqu'un qui a peut-être fait la plus grande réflexion intéressante sur l'exemple algérien, et on a tiré la meilleure conclusion possible. Et qu'on devait nous-mêmes écouter Ghannouchi sur ce qu'il peut dire sur la... Juste pour revenir sur cette question de l'éradication et des mouvements en Tunisie, j'ai discuté récemment avec la militante féministe tunisienne Khadija Cherif, qui m'a dit par rapport à la période Ben Ali, où on nous a enfermés, les démocrates et les islamistes, dans un face-à-face, et que c'est la dictature, l'autoritarisme de Ben Ali qui tirait profit de cet affrontement de deux sociétés civiles. Avec le départ de l'autoritarisme, maintenant on voit les vrais problèmes. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on n'est plus dans l'idéologie de l'éradicateur ou de l'islamiste. On est face à des vrais problèmes. Et ces vrais problèmes, même Nahda accepte qu'on les pose. Alors, le terrorisme a touché également cette semaine l'Égypte, puisque lundi, le procureur général d'Égypte a été assassiné au Caire en quittant son domicile. Une voiture piégée a explosé. Il a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard. Aujourd'hui aussi, des attaques meurtrières de grande ampleur au Sinaï, plus de 60 soldats tués. Est-ce que l'Égypte, qui commémore dans 2 jours le 2e anniversaire du coup d'État, est-ce que l'Égypte est en train de payer le prix de ce coup d'État, 2e anniversaire, 2013-2015? Est-ce que l'Égypte paye le prix de ce coup d'État, Saïd Jafar? Écoute, malheureusement, elle est dans la trajectoire que nous avons plus ou moins attendue personnellement. Ça, c'est ce qui m'inquiétait. C'est-à-dire cette option d'éliminer du champ politique de manière violente et brutale le parti qui a gagné les élections, qui a eu un président élu, et de l'éliminer par une instrumentalisation grossière de la justice. C'est totalement grossier. Ces juges qui condamnent à mort par brassées, par centaines, tout ça crée, c'est une vraie violence, et ça génère la violence. Moi, en Égypte, il y a toujours eu une petite frange radicale qui a versé dans le terrorisme, etc. Mais c'était un cercle réduit. Aujourd'hui, si tu t'attaques, si tu mets des millions de personnes qui sont affiliés ou sympathisants aux frères musulmans, si tu les mets dans une situation d'être condamnable à tout instant, tu les poses ici. Une fraction de toute cette population qui est derrière les frères musulmans prend les armes, tu es dans une situation très Est-ce que ces attentats donnent raison au gouvernement actuel, au président Sisi? Pas du tout. Ça apporte au contraire. Les gens vont dire qu'on est en train de justifier, on ne justifie rien, mais on est dans le domaine de la prévisibilité. C'était prévisible. Le fait de choisir une voie ultra-violente d'élimination d'un courant politique crée les conditions de la violence. Les lois d'exception antiterroristes, par pourcentage, ont été plus appliquées aux frères musulmans qu'aux terroristes attrapés au Sinaï. C'est ça qui est incroyable. C'est des lois antiterroristes, mais on les applique au FM. Alors que normalement, c'est pour les gens de Daesh de Sinaï. Donc là, on voit une instrumentalisation encore pire de la justice égyptienne. Ahmed Sharif, ce que disait Hassan tout à l'heure, ce qui est désolant dans cette histoire, c'est que l'expérience algérienne est là, il suffit de la regarder. Et aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte, moi je me sens bête.
j'ai pas envie de parler de l'Égypte. J'ai pas envie de parler de l'Égypte. On connaît le film. C'est tellement évident, le film, le scénario, les acteurs, c'est tellement évident que on se dit, mais bon. Nous sommes un monde, une sphère où il n'y a que des gens bêtes pour faire des erreurs pareilles. Voilà. Je pensais que quelqu'un allait ramener le débat sur l'Algérie, sur les réactions à partir d'ici. Oui. Sur les réactions à partir d'ici. En fait, la situation n'est pas pareille. En Algérie, il y a eu des crimes. Politiquement, l'islamisme radical, l'islamisme salafiste, militant, politique, tout ça, il devrait être démonisé, un peu comme le nazisme pendant très 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 longtemps, parce qu'il a commis des crimes innommables. Le pouvoir a commis des crimes, il a fait disparaître des gens, il a assassiné hors procès, etc., etc. C'est plus difficile, c'est un autre débat. Les islamistes radicaux, ceux qui ont choisi, ceux qui, le GIA, GSPC, etc., devraient ne plus pouvoir jouer un rôle, et ceux qui, intellectuellement, idéologiquement, les soutiennent, les rejoignent, devraient disparaître dans le paysage. Et aujourd'hui, il y a un retour. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi il y a ce retour-là. Est-ce que c'est voulu par le pouvoir? Est-ce que c'est instrumentalisé en parler? Est-ce que c'est pour casser l'opposition? Est-ce que le pouvoir est au point où aujourd'hui il ne peut même pas mettre Ahmed Dash en prison? C'est quand même terrible qu'Ahmed Dash. Ça nous amène. Alors moi, tout à l'heure, j'ai pointé Kamal Daoud, c'est clair. Mais je sais que Kamal Daoud n'aurait pas dû avoir à écrire ce qu'il a écrit. Non, il faut préciser. Si on était ce qu'il a écrit, il faut dire ce qu'il a écrit. Il a appelé à la guerre, contre les islamistes. Il faut préciser aux auditeurs. Il a dit qu'on était en guerre, il a appelé à la guerre contre les islamistes. Il y a peut-être d'autres formules plus précises de ceux qui l'ont lu. C'est choquant. Il n'aurait pas dû faire cela. Il n'aurait pas dû faire cela si l'État jouait son rôle. Si l'État jouait son rôle, complètement. Voilà. Donc c'est une manière d'innocenter un peu. Non, ce que je viens de dire. Je le pointe et j'essaie de comprendre. Alors remettons les choses quand même sur ce qui se déroule exclusivement dans la sphère médiatique. N'oublions pas. Actuellement, j'ai donné une conférence hier. La Kabylie se pose des questions sur pourquoi la montée du salafisme en Algérie ne fait réagir personne. Il y a eu des marches à Oukaz, il y a eu des marches à Djaïa, il y a des partisans. C'est quoi la montée du salafisme? Non, le discours salafiste. Partir sur. Non, c'est pas que. Est-ce que le fait que le Premier ministre ordonne au président du Conseil de la Nation de ne pas programmer le projet de loi sur les violences faites aux femmes, est-ce que c'est une concession faite aux salafistes? Il n'y a pas que les salafistes. En général, les machistes se recrutent dans tous les rangs. Ça inclut le FLN et le RNP qui ne sont pas des islamistes. C'est pour ça qu'on voudrait qu'on remette les choses quand même sur le bon rail. Il y a actuellement une crispation, une polarisation dans les médias d'abord. Avec une montée du discours. Moi, personnellement, je suis choqué de la manière dont Sourour peut gérer, ramener une radio, inviter Hamadej pour dire des âneries scandaleuses. À la place du journaliste, j'aurais dit, monsieur, que vous dites des bêtises. C'est tout. J'aurais arrêté. Mais là, on a eu aussi une instrumentalisation de l'autre côté pour remettre en perspective un débat éradicateur, pas éradicateur. Je suis pas d'accord. C'est pas une ce n'est pas. Non, Kamal Daoud a appelé à ce que l'État algérien abatte sur la place publique Kamal Daoud. Bon, moi, la place Kamal Daoud, ça fait longtemps que je serai en prison pour coups et blessures volontaires sur M. Hamadej. Non, il faut faire attention. Il y a Kamal Daoud qui joue, alors Kamal en face, essentialise le problème et qui lance une croisade contre tous les islamistes. Et voilà, le problème il est là. Depuis ceux qui disent pas. Vous êtes enfermé dans un détail qui n'est pas. On a besoin d'un numéro 6 qui revient entre les jeux. Saïd a dit, Hamadej a dit des âneries. Tu as dit, Kamal Daoud a appelé. Non. Hamadej a fait une apologie du terrorisme. Tout à fait. Kamal Daoud, dans son poste, prend une autodéfense en dehors de l'État. C'est des délits, c'est des poursuites. Potentiellement, ce sont des actes qui sont passibles de tribunaux.
Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ça nous renvoie au problème qui est essentiel, le fonctionnement de l'État et l'absence de ligne politique dans le pouvoir. Aujourd'hui, on va pas parler du 4e mandat, de l'importance du président, etc., de la grandeur de M. Abdelmalek Seller. On ne va pas parler de tout ça. On sait où on en est. Donc, personne ne peut définir un cap politique et les choses se délitent. Ça se délite. L'expression taham, elle est multiple. C'est Hamadash, c'est Kamel Daoud, c'est les types dans le sud qui menacent de prendre les armes, c'est le MAC, c'est tous ces extrêmes qui sont en train de prendre des lambeaux du pays. Ils grignotent, ils avancent. Ça c'est le réel. Voilà. Écoute, moi je ne veux pas mettre en cause Kamel Daoud. Il représente un courant qui a toujours existé en Algérie et qui existe dans l'État avec une vision sur l'islamisme, comment gérer les islamistes. Vous avez qui disent il faut les liquider, les bannir, etc. Et ça a été une expression très névrotique, sur le poste de Kamel Daoud, de cet état d'esprit. Alors que ce qui se passe partout, en Libye et ailleurs, nous rappelle une chose quand même, qu'un État injuste, c'est pas bien, mais une absence d'État, c'est la pire des injustices qui puisse arriver à une société, parce que en cas où tout le monde prend les armes, ce ne sont pas le courant que représente Kamel Daoud qui va l'emporter. Malheureusement, je suis attristé de... J'ajoute quand même la charge de Kamel Daoud que c'est quelqu'un qui écrit, Kamel Daoud est quelqu'un qui est dans l'émotion, beaucoup plus que dans le politique. Et quand on fonctionne dans l'émotion, dans la sensibilité, je vais dire qu'on a droit à des excès quand même. Donc le poste, ceci dit aussi, quand on devient une icône, quand on a plein de gens qui nous suivent, notre discours doit être, je ne veux pas utiliser le mot responsable, mais doit être politiquement intelligent. Est-ce que vous êtes d'accord de dire que le poste de Kamel Daoud est une erreur? Non. Oui, c'est une erreur. Oui. Appeler à la guerre, déclarer que nous sommes en guerre et ne plus compter sur l'État pour s'armer et attaquer les autres, c'est une erreur complète. La bonne ligne, c'est de ne pas cesser de répéter, de dire que l'État a des devoirs, a des obligations, il doit faire respecter la loi. C'est ça la bonne ligne politique. Sinon, on est dans la Libye, dans les tribalismes, et voilà. Quand Khaled dit erreur, ça ne suffit pas. Erreur politique, oui, c'est une erreur politique, c'est clair. Se défendre, se battre, il a raison. Ce n'est pas un homme politique, c'est un écrivain. Attends, non. Quand tu dis erreur, l'erreur qu'il fait, c'est de prôner l'idée qu'on peut se battre en dehors de la loi et en dehors de l'État. Adlen n'est pas d'accord. Adlen n'est pas d'accord. Parce que tu as dit tout à l'heure que c'était une réaction d'émotion. Moi aussi, j'ai fait beaucoup d'efforts sur moi-même parce que moi, j'étais un éradicateur assez forcené. 15 ans de travail sur moi-même, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de comprendre avec pour savoir qu'on était vraiment enfermé dans ce que me disait Khadija Cherif tout à l'heure quand on parle de la Tunisie, on était vraiment enfermé dans ça et c'était l'État c'était le pouvoir plutôt qui tirait les dividendes de ça. Mais c'est vrai que souvent, dans la sphère médiatique ou dans la sphère sociale, il y a des phénomènes ostentatoires qui ne peuvent pas exprimer une montée phénoménale du salafisme parce qu'on n'a pas des chiffres, on n'a pas des données, mais il y a des phénomènes qui ne sont plus supportables. Il y a des questions importantes, il y a la tolérance qui pose problème dans ce pays. Oui. Il y a le vivre ensemble qui pose problème dans ce pays. Moi, je fais beaucoup attention à moi quand je vois une... Mais ça, c'est oui. Mais ça, c'est de... Oui, s'il vous plaît, on laisse terminer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour terminer. C'est une passe. Vas-y, Adlen. Ici, c'est pas le football. Ici, c'est pas le foot. Ici, on ne joue pas au foot. Ça représente un problème de déficience politique, de militantisme. Les salafistes travaillent au corps, et c'est vrai. Mais les autres, que font-ils? On est sur Facebook et on balance des posts. Ce n'est pas ça le travail. Il y a une réflexion à refaire sur le militantisme. Je pense qu'il y a une hiérarchie des indignations dans un pays comme l'Algérie. Il y a de facto une hiérarchie des indignations. On ne peut pas s'indigner de la même façon devant des propos salafistes, donc d'un courant qui est responsable de dizaines de milliers de morts en Algérie et de réactions émotionnelles que moi je pointe et que je déplore de Kamel Daoud, qui nous renvoie dans les réponses
inadapté des années 90. Mais le vrai problème, c'est encore celui-là. Pourquoi les salafistes peuvent dire, faire, agir comme ils le font aujourd'hui dans un pays. Je me mets à la place des victimes de terrorisme. Voilà. Non, mais des personnes qui vivent normalement j'ai beaucoup de gens de ma famille qui vivent dans des quartiers qui ne supportent plus de vivre dans ces quartiers. Et c'est pas des éradicateurs, c'est pas des enfants de Saïd Play, c'est pas des filles qui sortent en mini-jeep, absolument pas. Mais ils ne peuvent plus vivre dans certains quartiers. C'est une réalité. Je ne vais pas citer les quartiers pour ne pas... À cause de la montée de l'islamisme? C'est même pas de l'islamisme ou du salafisme, c'est du conservatisme bigot, rien, comme on dit en arabe, être ostentatoire et d'obliger les autres à... C'est un vrai débat, c'est un peu la gestion, la réconciliation, c'est ça, la réconciliation, le processus politique. Les médias arabophones font un truc incroyable, ça veut dire les problématiques du gars qui n'est pas content de la durée de Tarawih devient en une. Ça devient des problèmes. Depuis quand le pèlerinage en Algérie est devenu un sujet de manchette de une? C'est pas normal. Il y a une dérive incroyable qui s'est passée. Et on a conditionné beaucoup de gens et beaucoup de jeunes dans cette et c'est criminel. Je suis désolé, c'est criminel. Quand on sait que ce type de ces sujets sont proposés par des télés qui sont des créations indirectes du pouvoir. Moi, ça me pose une question sérieuse. Quand la relation de Chourouk TV, Khaled, tu dois en savoir quelque chose, avec le pouvoir, et c'est Chourouk qui impose ces thèmes dans l'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis dans la théorie du complot quand j'évoque ça? Ou là, est-ce que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas. J'ajouterais que autour de cette table, il faut qu'on le dise aussi, il y a on est beaucoup plus proche dans notre mode de vie. On est totalement proche de Kamel Daoud plutôt que de Ahmed Haji, j'espère. Donc, mais on essaie de regarder les choses telles qu'elles fonctionnent par elles-mêmes. C'est pas ce que nous souhaitons. Et on constate quand même qu'il y a ces aspects qui sont gênants, d'un côté comme de l'autre. Est-ce que ça suppose qu'on est neutre? C'est plus compliqué. Il y a une vraie réflexion à faire sur les médias pour faire lapidaire, pour le pouvoir. Le CPP est plus ennuyeux que le radio sur l'eau. Merci beaucoup. Donc la première partie du CPP est terminée. On se retrouve dans un tout petit moment. On va consacrer un peu la deuxième partie à parler d'économie et de politique et ces nouvelles mesures prises par le nouveau ministre des Finances, Abdelrahman Ben Khalfa, sur l'imposition du chèque dans les grosses transactions financières. C'est une bonne nouvelle, Abed Sharif, non? C'est courageux de la part de M. Ben Khalfa de prendre une telle mesure. Nouvelle si elle avait été prise il y a 10 ans. Ça pouvait être une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on n'est même pas... On est 10 ans en retard, donc on n'arrive même pas à rattraper. Et le ministre des Finances est venu, c'était sa première grande intervention publique. Il a parlé de choses totalement secondaires. Il était totalement à côté, donc soit il n'est pas encore prêt, soit il ne sait pas ce qu'il faut faire. Vous voulez dire que vous vous attendiez à ce que le ministre des Finances parle surtout de rigueur, de la stratégie à entreprendre pour essayer de sauver l'économie, c'est ça? Les finances? Il a été nommé ministre des Finances il y a 1 mois et demi, le 14 mai. C'était, avec le ministre de l'Énergie, c'est l'homme le plus attendu du gouvernement, c'est l'Inde, dans un pays qui va connaître un déficit de la balance de paiement entre 25 et 30 milliards de dollars. Donc c'est énorme, c'est énorme. Il était attendu sur des grands caps, des grands choix économiques et stratégiques qui vont marquer le pays sur les 15-20 prochaines années. Il a préféré parler des distributeurs automatiques. Bon. Et de monétique. Moi, je trouve que c'est indigne d'un ministre à ce moment-là. Non, ceci dit, pour quand même être moins méchant que Ahmed, il fait partie d'une équipe. Tu n'arrêtes pas de le dire, il fait partie d'une équipe. Ahmed Sharif dit tout le temps qu'un ministre doit appliquer la politique du gouvernement. Et donc,
mais quand même, il faut reconnaître à ce ministre d'avoir osé prendre la décision d'imposer le chèque, qui fait d'ailleurs, qui donne des vapeurs à certains députés du FLN. Hein, ça monte, hein, c'est vraiment une sorte de frayeur, avec une sorte de menace en l'air, ça va déraper, etc. Alors que c'est une mesure qui a été déjà prise 2 fois. Et à chaque fois, l'État est revenu en arrière. Une fois en 2005, c'est vrai qu'ils avaient mis la barre trop bas, avec 50 000 dinars imposés. Mais en 2011, c'était un peu plus haut. Et c'est sorti. On a reculé sur fond d'émeute, avec l'idée que c'est un complot ourdi par les grossistes. Mais on avait une reconnaissance franche de la part de l'État que les grossistes, l'informel, ont un pouvoir politique de faire reculer l'État. Aujourd'hui, il prend cette décision, et c'est le FLN, certains députés du FLN, qui prennent le risque ouvert d'être accusés d'être les défenseurs d'Ashkara, qui montent au créneau pour attaquer ce ministre. Ils le rendent sympa. Ma question, c'est Jafar, quels sont les arguments des opposants à cette mesure, notamment Il n'y en a pas. Le seul vrai argument qui est juste, on dit le réseau des bancaires en Algérie n'est pas très développé, il n'y a pas beaucoup d'agences. Ça, il faut demander à l'Axassi. Il y a plein de banques qui aimeraient créer d'autres agences, mais c'est très lourd. Mais sur le fond, le gros des Algériens ne brasse pas à chaque fois 1 million de dinars ou 500 millions de dinars. Ça, on parle des grandes transactions. Et c'est faisable. À mon avis, ils peuvent développer le discours qu'on ne peut pas le faire, mais en réalité, cette mesure ne sera jamais appliquée si elle n'est pas appliquée, tout simplement. On commence à l'appliquer et les banques s'adapteront et les commerçants s'adapteront. Cette mesure est entrée en vigueur aujourd'hui, donc 1er juillet. Ça me paraît oui. On peut encore acheter un appartement à 4,5 millions. Voilà, en liquide. En liquide. C'est vraiment une mesure à minima. C'est une mesure qui ressemble à Bel Khelfa. Qu'est-ce qu'il fallait faire selon vous ? Qui est quelqu'un de prudent, d'extrêmement tactique. Mesure à minima. Alors, difficile à attaquer justement parce que elle est très prudente et donc elle peut permettre l'année prochaine, dans 2 ans, on dira des montants inférieurs doivent entrer sous le régime du chèque. Moi, je note surtout la très mauvaise qualité de l'emballage du marketing des mesures du gouvernement. Le gouvernement a plusieurs mesures qui sont dans le pipe. On parle d'une amnistie fiscale. On en parle de manière de plus en plus insistante. On parle de la disparition de la taxe d'activité professionnelle, qui est la taxe qui, par définition, produit de l'informel, parce que c'est une taxe qui est appliquée directement au chiffre d'affaires, 2% de chiffre d'affaires. La plupart des grossistes ne veulent pas déclarer leur chiffre d'affaires parce que ça les tue. Donc si on enlève cette taxe, on a commencé à la réduire. Si on l'enlève, c'est une mesure qui aide l'informel à rentrer dans le champ du formel. Il aurait fallu annoncer un paquet de mesures avec toutes ces mesures et le chèque dedans. Tout simplement dans un gouvernement qui réfléchit. Dans le même sens, je vais plus loin, mais je ne sais pas pourquoi vous enrobez tout ça, La mesure concernant l'échec, c'est un sous-alinéa dans un sous-chapitre d'un programme économique. Oui. Ce n'est pas un programme économique, je suis désolé. C'est clair. Et voilà. Mais c'est quand même une mesure importante à dans un pays où tout se fait en liquide. Elle est importante, elle est venue nous confirmer. Voilà. Elle est venue nous confirmer. Moi qui étais encore il n'y a pas longtemps sur le chapitre du congrès du FLN d'avril 64, avec Boumdini Bembla à la tribune, et les débats sur le respect ou non de la charte de Tripoli, on en est avec Jumaï et Tlibia, les leaders marchands, importateurs, réseauteurs, lobbyistes, qui dirigent aujourd'hui le FLN. C'est-à-dire ça a été un révélateur depuis 48 heures. Aujourd'hui, de ce point de vue-là, ça a un grand intérêt. Ça a obligé ce lobby très puissant qui domine aujourd'hui, qui participe à faire la décision, ça l'a obligé à se dévoiler. Voilà, clairement, ils sont contre la formalisation des transactions parce qu'ils font une grande partie de leur business sans fiscalisation. Et quand vous dites... Ce ne sont pas des citoyens qui rendent des comptes à l'État. Voilà. Et quand vous dites... En fait, sur le fond, on va attendre Ben Khelfa sur la loi de finances complémentaire. Qu'est-ce qu'elle va contenir? Cette mesure sur l'échec
est-ce que c'est un avant-goût? Est-ce que ça trace le cap de ce qu'il va faire? Ou là, c'est quelqu'un qui a senti la pression et donc il a été obligé de lâcher quelque chose. N'oublie pas qu'on a écrit un article. J'espère que tu ne mets pas ton article sur le compte de la pression. On a écrit un papier pour parler du silence pesant de Ben Khalfa. Donc, pour faire diminuer la pression, il a donné cette mesurette en attendant le gros de ce qui va venir. Si c'est ça, Là, on va attendre. Il faut préciser que ça fait partie des obligations internationales. L'Algérie a été épinglée par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a pas inventé ça. Il y a une instance qui s'appelle le GAFI, et qui fait régulièrement une sorte d'état des pays. Et l'Algérie était épinglée en disant que les transactions, il y a un problème. Ça, c'est un argument en ma faveur. Non, mais je l'apporte. C'est-à-dire que l'État algérien est tenu, au regard de ses obligations internationales, de faire quelque chose pour faire rentrer l'informel dans le circuit normal. Moi, je m'interroge juste sur le parallèle entre deux efforts, entre guillemets. C'est d'abord cette manière un peu de lancer les ballons de sonde quant à l'amnistie fiscale. On s'attaque à l'informel. Il faut faire rentrer l'argent de l'informel dans les circuits formels. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en 91, 92, quand justement Hamrouche parlait d'intégrer le Trabendo essayer de sortir de l'informel vers le formel. Est-ce que cela n'augure pas aussi d'une tentative de nettoyer un peu l'argent sale qui a été accumulé pour passer à autre chose politiquement parlant? Est-ce qu'au moment où on parle de succession, on parle aussi à nettoyer un peu les caisses noires? Je pense que c'est tout bêtement l'État qui voit ses recettes fiscales pétrolières baisser et qui s'est mis à chercher d'autres sources de financement du budget de l'État. Et parmi ces sources, il y a tout le continent de l'activité informelle dont ils essayent de ramener une partie à la lumière.